est très heureux Cet appel est en vous cours retrouver ce d'enregistrement. soir pour la présentation de l'ouvrage biographique de Mariam Sow. Donc Mariam Sow, ancienne présidente du conseil d'administration d'Enda Pronat, d'Enda Tiers-Monde, ancienne secrétaire exécutive d'Enda Pronat. C'est une très très grande dame au Sénégal qui a joué un rôle déterminant dans beaucoup de structuration, de dynamique collective au niveau de la société civile sur les questions de gouvernance foncière, de lutte contre les accaparements de terre, mais aussi de promotion de la transition agroécologique. Donc on est très heureuse de l'avoir aujourd'hui avec nous pour qu'elle puisse nous présenter son parcours, sa trajectoire, la trajectoire d'Enda Pronat. Et on est très heureux aussi d'avoir Jean-Michel Sen, actuel secrétaire exécutif d'Enda Pronat, pour nous dresser aussi des perspectives de son organisation et les dynamiques dans lesquelles ils sont engagés. Mariam va parler elle-même de son parcours, hein, mais moi je tiens en tout cas à saluer la force de son engagement, sa capacité à fédérer, à instaurer ce dialogue entre société civile, recherche, expertise, toujours au service des communautés pour éclairer l'action publique. Donc on est très heureux dans l'instance du comité foncier de pouvoir lui donner la parole pour retracer son parcours qui, comme vous le verrez, est très inspirant et j'espère préfigurera de belles trajectoires à venir au niveau de la société civile sénégalaise et bien au-delà. Donc Mariam, encore merci à toi de nous faire l'amitié de partager ce moment avec nous et je te cède la parole. Merci Amel. Et merci à tout le monde. Merci à Jean-Philippe Thomas qui a fait quand même 200 kilomètres pour venir, avec qui j'ai eu à partager la gestion d'Enda Tiers-Monde pendant de bonnes décennies. Merci Jean-Philippe Thomas. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, certainement, c'est dommage qu'on n'a pas réussi à en amener, ça fait un peu lourd, mais c'est chez l'Harmattan. Normalement, ça doit exister là-bas. Et Lumbingido, la paysanne. Il y en a qui m'ont posé la question de comprendre pourquoi je l'ai appelée Lumbingido, la paysanne. Effectivement, je suis paysanne, née d'une famille paysanne, grandie en milieu paysan, et surtout que il n'était pas évident que je puisse aller à l'école et pouvoir ramasser ces quelques mots qui me permettent de partager avec vous. Mais comme je le dis, Lumbi Ngido, c'est mon prénom d'appellation et c'est venu, je suis Lumbi Ngido moi-même. Lumbi Ngido, c'est un petit village dans le Ferlo où je suis née sous les arbres parce que je suis d'une famille qui fait de l'élevage et de l'agriculture. Donc mon papa faisait de la transhumance entre le Djeri et le Walo. Et c'est à la recherche des premières gouttes de pluie qu'ils ont déménagé avec le troupeau et par hasard, sous un arbre avec des nattes, je suis née là-bas. Et je décris ça de façon très claire, sans complexe, dans mon livre. Et le Lumbi, donc, Ngido, ça veut dire aussi, ça a une signification qui a une connexion très forte avec mes convictions actuelles, agroécologie. Lumbi, c'est des petits ruissellements quand il pleut, là où l'eau fait de petits ruissellements. Ensuite, ça stagne un peu avec les débris végétaux. Ça a fini par se décomposer, ça fait de l'humus, et tu as l'impression que le sol est sableux dans le Djeri, mais si tu t'enfonces, tu finis par tu ne pourras même pas sortir. Donc c'est ça le Ngido, c'est s'enfoncer dans de la boue. Donc, je dis quand même que je vais aller visiter là où je suis née. Je suis retournée là-bas aussi ces temps-ci pour vraiment reprendre cette appellation
de Mariam Sow, qu'on peut appeler aussi Lubingido, et ça c'est ma mère qui me l'a appelé. Et ma mère, vous la verrez dans le livre, c'est une attachée au foncier. Et qui, à un moment donné, on parlait tantôt de l'héritage, qui n'hésitait pas à dire à son frère, parce que chez nous, les musulmans, on dit toujours, c'est le garçon. Et eux, elle et sa sœur jumelle et sa petite sœur, ils avaient un seul frère unique, qui était le dernier et qui était censé gouverner les terres. Mais c'est ma mère qui a gouverné cette terre. Et qui, vraiment, avec force et hargne, a veillé sur toutes les terres de mon terroir. Donc, dans le document, j'ai mis l'accent sur moi-même, mes origines, mon terroir, la vie de mes parents, la transhumance, et jusqu'au moment où mon papa a décidé de se sédentariser pour nous envoyer à l'école. Et moi, je suis la fille unique, j'ai eu des sœurs qui sont décédées, et c'était pas évident que je puisse aller à l'école. Mais comme mon papa aussi a vécu chez les Sérères dans le Sine Saloum, il avait un esprit d'ouverture. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a envoyé son fils aîné à l'école. Il avait 17 ans quand il allait à l'école. Et c'est ce dernier qui a 15 ans ou 17 ans de plus que moi qui m'a sauvée après avoir fait 3 ans de primaire, tout en sachant que je courais des risques de ne pas continuer mes études. Il m'a amené avec lui en tant que célibataire pour que je puisse continuer mes études. Maintenant, je crois que pour ne pas trop m'étaler dans cette première partie, que j'appelle moi-même Mariam et son terroir, Mariam et sa famille, leur modèle de vie, la répartition de tout ce qu'on disait ce matin, le foncier, le troupeau, en quoi ce troupeau-là a servi, en tout cas une partie de la nourriture, en quoi les récoltes du Waalo et du Djeri, l'organisation de tout ça, en quoi aujourd'hui ça m'a poussé, après quelques années d'expérience, à tirer des conclusions et à découvrir même certaines réalités qu'aujourd'hui qu'on nous pose, nous qui cherchons à promouvoir l'agroécologie. L'État nous dit, oui, il faut changer, mais est-ce qu'elle crée des richesses? Et je sais que en analysant mon terroir, les ressources, les potentialités, le modèle de vie, dans cette famille, je découvre effectivement que c'était des pratiques agroécologiques et par des activités diversifiées avec un modèle organisationnel. Ce système a bien sécurisé la vie de ma famille. Mon père a réussi à nous envoyer, nous tous, j'ai 4 frères qui ont été à l'école, 5, mais c'est grâce à la sueur de l'exploitation de mon papa, que ça soit l'agriculture ou l'élevage. Donc je dis bien que ces pratiques qui constituent pour moi les fondamentaux de l'agriculture paysanne africaine et qui étaient écologiques peuvent bien créer des richesses. Et je dis que est-ce que, vous me permettez de lire quand même un peu tout ce modèle organisationnel de ma famille que je viens d'écrire reflète bien la notion d'une exploitation familiale où chaque membre de la famille a eu son rôle à jouer. Et c'est très bien clarifié dans le document. N'est-ce pas cette notion qui aurait pu conduire les exploitations familiales en entrepreneuriat familial? Et là, je n'accuse pas la recherche, mais quand même, je crois que la recherche aurait pu s'appuyer sur ces notions de diversification, sur ces potentialités écologiques, que ce soit nos fruits africains, que ce soit nos céréales, qui auraient pu être accompagnées scientifiquement et assurer l'évolution de notre modèle de développement. Mais il y a eu rupture nette pour dire arrêtez ceci et faites cela. Et quelques années encore, des décennies pour revenir, pour dire que c'est pas ça. Donc là, vraiment, je mets le focus là-dessus et je crois que la recherche, qu'elle soit agricole, économique
politique, tout ce qu'on dit là autour des femmes aurait pu évoluer avec nos réalités. Parce que aussi les fondateurs de ces villages-là, qui avaient vraiment la façon dont ces villages-là sont créés, quelqu'un qui vient et à chaque fois qu'il y a une autre famille qui vient, on te donne une parcelle d'habitation, une parcelle de culture. Donc on aurait pu servir de levier pour sécuriser notre développement en fonction de tous les changements que nous sommes en train de vivre. Donc je dis bien, c'est cela qui aurait pu nous servir de leçon. En même temps aussi, toujours dans cette narration, je découvre que cette diversité de ressources naturelles dans mon terroir et les organisations qui sont... l'organisation était sous-tendue. Donc tout ça là, ça s'appuyait sur un pouvoir. Ça s'appuyait sur des savoirs. Donc le pouvoir et le savoir local auraient pu aussi servir d'ancrage pour marquer progressivement notre évolution. Et si on regarde aussi ce système-là, je pense que la première école en termes d'éducation, c'est au niveau de la famille. Et tout cela, ça m'a permis de connaître, avant même d'aller ailleurs, de découvrir vraiment mes valeurs fondamentales, les ressources que nous avons, et j'ai cultivé, j'ai été éduquée pour avoir l'amour même de ce terroir-là, porter le souci même du développement de ce terroir. Et c'est de là, je disais que j'ai échappé pour étudier, j'ai pas fait l'université, j'ai pas fait le lycée, j'ai arrêté mes études. Après entrer en sixième, j'ai fait 4 ans pour faire le BOPC en ce moment-là. Donc c'est là où j'ai arrêté mes études. Mais j'ai eu la chance, parce que je suis Paul, comme elle l'a dit, et nous sommes connus par les mariages précoces. Donc j'étais entre un grand frère intellectuel, une maman qui n'a jamais été à l'école, et qui faisait des soucis pour moi si je devais continuer mes études. Qu'allais-je devenir? Donc, j'ai coupé court après la classe de 3e pour aller faire un concours, ce qu'on appelle les maisons familiales rurales, et qui sont aussi un héritage que nous avons pris de la France pour le Sénégal. Et ces maisons familiales rurales, je crois qu'on gérait le prolongement de ma ruralité. Donc j'étais là pendant 3 ans de formation avec les chercheurs, mais aussi avec les communautés. Et ce que j'ai apprécié de cette formation et qui me sert jusqu'à aujourd'hui là où je suis, c'est le fait que les maisons familiales rurales, c'était un outil qui était là au service des communautés, et c'est les communautés même qui participaient activement à notre recrutement. Et pendant 3 ans, les élèves moniteurs et monitrices sont suivis par les formateurs des maisons familiales, mais aussi par les communautés qui évaluent leur degré d'intégration et de compréhension de ces communautés-là pour apprendre à se poser des questions, à solutionner, mais à chercher avec les communautés les solutions liées à leurs problèmes. Donc là, c'est un salut que je dois aux maisons familiales rurales et surtout aux communautés locales. Et là aussi, je crois que l'enseignement, 2 enseignements ou 2 questions que j'ai commencé à me poser depuis ma formation, c'est que dans la formation, on nous apprenait à coudre. Ah oui, avec les femmes rurales, à faire de la périculture, à faire ce... Et en ce moment-là que je me posais des questions, est-ce que ce qu'on est en train de me faire là, est-ce que réellement c'est les préoccupations des femmes?
rurale. Est-ce que ce n'est pas une imposition d'un modèle et penser tout de suite la femme rurale, c'est le ménage, c'est la couture, c'est le raccommodage, c'est périculture, donc tous ces bazars-là. Donc je me posais des questions. Et heureusement, après ma formation, j'ai eu la chance de gérer la maison familiale féminine et la maison familiale masculine. Et les monitrices me reprochaient toujours que j'étais toujours à côté des hommes, parce que je savais que le pouvoir était là-bas et comment faire pour ramener un peu les choses dans leur juste milieu. On parle du foncier, la gouvernance foncière. C'est aux maisons familiales aussi rurales que tous les problèmes que nous sommes en train de parler aujourd'hui là, sur le foncier. Et c'est pour cela que je dis que, quand même, quels que soient nos résultats, il faut communiquer avec tout le monde. Il faut que les gens arrivent à savoir. Le premier rôle que j'ai eu, c'était de travailler sur la formation des conseillers ruraux. On a fait une première activité avec le conseil rural, avec le sous-préfet. Et pour moi, je dis, bon, tout ce qu'on a dit, il faut le restituer aux communautés. Il faut que la loi sur le domaine, c'était la loi sur le domaine national, ce qu'elle dit là, c'est pas seulement les élus locaux et le sous-préfet qui doivent le savoir, les communautés doivent savoir. On a fait une première restitution avec le sous-préfet, avec toute la population. J'aime la massification. Pour moi, tout le monde doit avoir de l'information. Il y avait 7 maisons familiales qui expérimentaient ce processus. Après 2 activités, c'est un décret qui est venu de là-haut pour demander aux maisons familiales de suspendre la formation des conseillers ruraux. Donc, et les sous-préfets et les élus voulaient que l'information soit concentrée uniquement à eux. Et comme ça, ils ont la possibilité de délibérer et de vendre en douce les délibérations, de gérer en tout cas à leur façon et à leur manière. Donc, il y a toujours la complicité des autorités sur la nébulosité des choses. Donc, pour moi, je crois que dans le développement, il faut qu'on accepte, même si la recherche ne diffuse pas, comment mieux collaborer, comment mieux suivre avec les acteurs qui ont la possibilité aussi de pousser à publier les choses. Sinon, on ne changera pas grand-chose. C'est la même chose que je découvre aussi, surtout avec la recherche, à un atelier ici même à Paris. De comprendre Jean-Philippe, qui a travaillé pendant tant d'années au Sénégal sur les changements climatiques, que je comprends que, effectivement, les changements climatiques, le dérèglement de la pluviométrie depuis les années 70 ou même avant, est dû à l'industrialisation des pays développés. On accuse peut-être la désertification, c'est cela, mais cette information-là, moi je ne l'ai jamais eue, les communautés non plus. Et pourtant, à chaque année, il y a des mobilisations, des COP pour réclamer la compensation. On compense qui dans tout ça là? C'est les gouvernants, c'est les ONG que nous sommes. Oui, compensation aux effets des changements climatiques. On compense qui? Et les éleveurs qui parcourent des kilomètres et des kilomètres sans eau ni herbe. Et ces agriculteurs-là qui se retrouvent dans des irrégularités de pluie, qui ne récoltent plus rien. Tout ça là, ça passe où? Donc, voilà un peu la partie introductive liée à ma formation. Et c'est dans cette formation ou l'animation des maisons familiales rurales que j'ai connu Enda Pronat vers les années 83. Je n'étais pas de Enda. Enda avait réalisé une étude sur les pesticides au Sénégal. Et ça a été restitué à la maison familiale rurale où je travaillais à côté de Thiès avec les gens d'Enda. C'est de là-bas que Enda a demandé mon détachement pour animer des ateliers sur la désertification, sur les pesticides au Sénégal. Et là, je vous dis que c'est en 83 que j'ai quitté Dakar, et comme je vous ai dit que je suis née du rural,
c'est les maisons familiales rurales, c'est les études secondaires en milieu rural. Presque la ville la plus urbanisée que j'ai connue pendant cette période, c'est Dagana, tout juste une petite ville à côté de chez moi. Donc, taf, c'est Mariam, tu vas aller à Dakar, travailler à Enda. Et ça aussi, c'était pas facile. Je me disais, comment je vais faire? Enda, c'est tous les grands chercheurs là, et moi, à peine le BOPC, plus mon expérience des maisons familiales rurales, comment je vais évoluer? Donc, c'était une angoisse pour moi. La deuxième chose, Mariam, c'est rurale, avec toutes ces femmes urbaines, quand elles vont au travail, leur toilette, maquillage ici, petit patata. Donc, tout ça aussi, ça m'a posé des problèmes. Mais aussi, c'est des problèmes où j'ai appris encore à réfléchir et à me dire, écoute, non, confirme-toi sur ta personnalité, tu es Mariam, tu es Lumbi, tu ne seras pas autre chose. Donc, j'ai réussi quand même à surmonter, quelle que soit mon angoisse, à vivre à Dakar avec les gens et à partager avec les grands qui sont là devant moi. Il y a un qui est là. Donc, voilà. C'est en 96, 7 ans après, j'ai repris la coordination de Pronat, secrétaire exécutif, en 1996. En reprenant cela aussi, même à l'intérieur d'Enda, certains chefs d'entité se disaient, non, elle en a pour quelques mois, c'est pas possible. Mais Jacques Bignicourt, le père Jacques, avait confiance en moi en me disant, vas-y, c'est Pronat Action. Et c'est là où j'ai marqué un peu ma ligne avec les théoriciens des pesticides. Je leur posais des questions sur ce que vous dites là. Les communautés sont conscientes que les pesticides sont dangereux. D'accord. Mais on les a tellement habitués à cela. Quelle alternative? Aucun chercheur, comme vous disiez mon ami là, moi je fais de la recherche, hein, je relève les choses, mais pour l'application, non. Donc j'ai été têtue, j'ai dit que je ne veux pas aller sur le terrain. Les gens me disent que j'ai compris, je veux changer, mais quelle alternative? C'est moi-même, j'ai osé chercher de petits financements pour dire que je vais aller expérimenter. Et ces expérimentations, les femmes dont on parle ont été pionnières dans ça. Elles ont porté les premières expérimentations, même comme on l'a dit, accès des femmes au foncier, elles n'ont pas eu de bonne terre. Les premiers résultats étaient concluants, mais le deuxième, c'était dans l'eau. Et aucun scientifique ne pouvait me dire, voilà, c'est telle alternative. Je dis, bon, maintenant, et ça même, c'est avant même que je ne sois responsable, je dis que je vais aller à la reconquête, à la conquête du savoir. Je vais aller me former. J'ai commencé à chercher et j'ai été accueillie en France en 86 par Pierre Rabhi. Et quand je venais aussi, donc ça c'est mes formations pendant que j'étais à Enda, quand je venais, moi je m'attendais à des recettes pour me dire en matière de fertilité, voilà c'est ça, en matière de traitement de pesticides, voilà c'est ça. Mais qu'est-ce que je découvre? J'ai fait 2 mois, tous les jours, c'est des cours de formation avec des anthropologues ou avec comment on appelle ça, des économistes, des politologues, et qui venaient me parler de l'agriculture paysanne africaine. Donc, à la fin de ma formation, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, mais ce qu'on est en train de dire là, cette agriculture, ces changements-là où les femmes sont en train de se battre, est-ce que réellement, à elles seules, elles peuvent changer? C'était des questions beaucoup plus profondes. Donc, il fallait aussi que d'autres domaines puissent aussi intervenir. Et entre-temps, donc, j'ai pris la coordination de Pronat et Jacques Bignicourt, le secrétaire exécutif, père fondateur d'Enda, quand il me confiait Pronat, il me disait, vas-y, c'est Pronat Action. Donc, pour moi, j'avais l'obligation de relier la recherche et l'action, et qui était un des berceaux de l'organisation de Enda Tiers-Monde. Donc, c'est à partir de là que nous avons commencé avec Enda Pronat. Et j'avais la responsabilité aussi de conduire tout ça avec les scientifiques,
avec les paysans à en faire une affaire de la communauté. Donc j'étais persuadée que c'est l'affaire de la communauté. C'est l'affaire des femmes, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc, ça a été des initiatives un peu partout, selon les différentes zones écologiques, des expérimentations sur la faisabilité de l'agriculture écologique. Et maintenant, en fonction de ces résultats, ça aboutit à des dimensions organisationnelles au niveau local, au niveau national. Jean-Michel pourra en parler après. Après, c'est au niveau même sous-régional, des fédérations paysannes, des questions se sont soulevées, accès au foncier, financement de l'agriculture. On a compris aussi que ce qu'on veut faire, s'il n'y a pas d'appui financier, ça ne va pas. C'est les mutuelles épargne crédit. Donc, au fur et à mesure, on constatait que la question des pesticides était plus large que cela. Et on a fait une capitalisation vers les années 2010 et on a eu la possibilité d'avoir une écoute du ministre de l'Agriculture en 2008, Feu Ahmad Sall, et qui nous a confirmé, et beaucoup ont confirmé ce que vous dites là, c'est ça, il faut changer, mais on n'est pas sûr que si ça peut nourrir les populations. On n'est pas sûr si ça peut créer des richesses. Et donc, on est rentré dans une dynamique et il fallait l'accepter. C'est aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire. Avec les communautés, avec les scientifiques que vous êtes, mais avec aussi les politiques publiques, si on a les capacités d'influencer avec nos résultats. Ça, c'est à l'échelle pronate, mais toujours en associant les autres. Maintenant, cette ambition qui prenait vraiment forme, on a été surpris. Je crois que c'est en 2010 ou 2008, avec le phénomène d'accaparement des terres. J'ai dit, mais tiens, si on laisse ce système-là évoluer, non seulement notre combat sur les pesticides, les engrais, la pollution, l'environnement, la dégradation, encore, c'est foutu, mais en même temps aussi, cet accès de populations, une souveraineté alimentaire portée par les populations et pour les populations, la question d'emploi et tout ça là, c'est dans l'eau. Donc on ne va pas laisser faire. Donc on est monté au créneau pour dire non à l'accaparement des terres avec les communautés qui ont refusé la riposte de Fanaï par exemple. Donc plusieurs, donc on était devenus un peu vraiment des combattants, des accapareurs des terres. Et on a réussi, l'APRONAT a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs qui étaient contre ces principes-là dans une dynamique qui s'appelle le CRAFS, cadre de concertation et d'action sur le foncier. Et en même temps aussi, le Sénégal s'est engagé sur une réforme foncière. Ils ont mis un comité d'intellectuels, juristes, chercheurs, et c'est des grands amis aussi, hein, les Sidi, voilà. Et nous, on s'est levé pour dire non, on ne va pas réformer le foncier sans les populations, sans les communautés. Ça a été une bataille dure, une bataille gagnée. Et c'est ici même, dans les locaux de l'AFD, que je salue au passage Vatché, qui a invité la délégation de la commission nationale, les membres, les responsables du CRAPS ici à Paris, pour procéder à des négociations. Or, quand ils se sont levés, tout de suite, c'est immatriculer les terres au nom de l'État ou au nom des collectivités locales. On a dit non, il est hors de question d'immatriculer les terres au nom de l'État et même au nom des collectivités locales sans le consentement des communautés. Donc, on s'est retrouvés ici, on s'est boxé, on s'est chamaillé, mais on a trouvé un consensus. Le consensus était quoi? Que le CRAFS allait travailler de son côté. Et la commission travaille et on trouve des moments de mise en commun pour partager nos résultats et trouver des consensus avant d'avancer. Et c'est comme ça qu'on a eu à travailler avec encore l'appui de l'AFD, Patrick Dakino. Nous avons eu un petit fonds
qui nous a permis d'aller vers les communautés pour recueillir leurs propos, et c'est ce que nous avons appelé les dires des populations. Les éleveurs, les femmes, les jeunes, les migrants, dans les terroirs. Voilà, vous savez que la population a augmenté. Vous savez que les conditions ont changé. Vous savez. Maintenant, il faut revoir la gouvernance foncière. Il y a la loi sur le domaine national. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Donc, c'est comme ça que nous avons travaillé collectivement. Et ça a été encore restitué à l'échelle nationale. Et il y a eu une forte délégation de l'AFD qui est venue participer à notre restitution en plein terrain chez les communautés pour partager nos résultats. Et c'est ça qui nous a permis de faire des allers-retours jusqu'à avoir un document consensuel. Et je répète encore, je salue la réflexion de Vartier qui disait qu'on ne peut pas réformer le foncier sans pour autant se donner d'abord une vision politique agricole. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la fonction de la terre? Est-ce qu'elle est là pour les communautés et que c'est les communautés qui doivent nourrir les populations, ou bien est-ce que c'est les multinationales? Donc il fallait vraiment partager cela. Et ça nous a permis de construire un document consensuel en termes de vision politique. Et il fallait maintenant aborder les règles de jeu juridiquement avec professeur Souran. Et il y a eu entente, il y a eu collaboration, il y a eu réconciliation. Et moi-même, je suis allée remettre ce document au président qui est parti. Mais certainement, le document ne réglait pas la vision politique, les ambitions de certains, je sais pas. Je me dis ça. Je me posais des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres idées derrière qui faisaient que notre document ne pouvait pas être accepté ou ne pouvait pas être évolué? En tout cas, il a fermé la bouche. Mais on s'est dit quand même que le CRAFS ne doit pas baisser les bras. Surtout qu'on avait un consensus, que la loi sur le domaine national, qui s'est appuyée en partie sur le droit coutumier et qui a modifié un peu les choses, qui devait permettre à tout un chacun d'accéder à la terre, il fallait garder l'esprit. Maintenant qu'il y avait des modifications à faire, on a dit, bon, notre rôle, on ne peut pas élaborer des lois, mais aussi une loi qui devrait être appliquée par les communautés. Si elle n'est pas participative, si on veut un développement cohérent, ça n'aura pas de sens. On va voter des lois et les gens vont continuer à appliquer ce qu'ils ont envie d'appliquer. Il n'y aura pas de changement. Donc on a dit, continuons notre travail avec l'accompagnement des juristes, avec l'accompagnement des sociologues, de toutes les compétences scientifiques, mais avec toujours les communautés, pour voir quels sont les points forts de la loi sur le domaine national, quels sont les points faibles, comment amender, jusqu'à sortir une proposition qui a donné des axes, peut-être dans le livre que vous allez le voir, pour ceux qui auront la chance de me lire, sur lesquels on peut s'appuyer pour aller vers une législation acceptée de tous. Maintenant, on est à ce niveau-là. On a vu maintenant d'autres structures qui sont engagées autour de la réforme. Des projets comme Procasef, il y a un autre projet de la GIZ. On ne sait pas qu'est-ce qui est derrière. Et il y a les communautés qui se sont engagées pour dire, ah oui, depuis 2004, la loi agro-silvopastorale qui fait qu'on va reconnaître maintenant l'agriculture comme un métier, les exploitations familiales. Après maintenant, c'est la réforme. Il y a tout ça qui brouille actuellement au Sénégal. Il y a tout ce truc de reconnaissance juridique des titrages qui vont se faire par rapport à la communauté. Et il y a cette proposition du CRAFS. Maintenant, on se dit, qu'est-ce que l'avenir nous préserve? Dans la même foulée, ce CRAFS-là, qui continue à marcher, qui continue à exister avec tous ces projets-là de réforme, on continue à nous côtoyer, mais on continue à gérer la vigilance, mais en même temps aussi
il y a cette loi agro-silvo-pastorale où ils ont procédé à la révision pour voir les points forts, les points faibles, comment l'améliorer, qui devrait être accepté. Il y a la reprise prochaine de la réforme. Donc, ça bout. Maintenant, de quoi ça va sortir? C'est là où il faut encore être vigilant. En même temps qu'on a eu à accompagner ce processus du CRAFS, on s'est dit aussi, l'agroécologie, tu ne peux pas la promouvoir comme ça, sans pour autant aussi renforcer la dynamique organisationnelle de l'ensemble des acteurs. Parce que pendant des années, ENDA a été seule sur le terrain pour parler de l'agroécologie. D'ailleurs, ENDA, sa mission a été une mission préventive depuis sa création sur la dégradation de l'environnement, pour dire halt, il faut vivre autrement, il faut revoir les choses, que ce soit dans le domaine énergétique, formation des jeunes, la santé, l'agriculture. Donc, c'est ça qui fait la diversité aussi d'ENDA Tiers-Monde, l'organisation mère à laquelle ENDA Pronat appartient. Donc, on s'est dit, donc essayons de mobiliser un peu les acteurs de l'agroécologie. Et là aussi, on a commencé depuis 2016, et c'est en 2019-20 que ça s'est structuré autour d'une dynamique qui s'appelle la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique. Le combat aujourd'hui, c'est de voir un peu comment cette DITAES et ce CRAFS, ah oui, doivent travailler conjointement pour vraiment arriver à faire de sorte que l'agriculture sénégalaise doit, en tout cas que ça soit avec grand A, agriculture, élevage, pêche, l'eau, tout ça, puisse effectivement apporter une réponse à tous ces problèmes de notre communauté au niveau de la souveraineté alimentaire, où depuis plus de 60 ans, on se pose des questions et on n'arrive pas à trouver de solution. Il faut que ça puisse servir de levier pour aller vers ça. Maintenant, dans tout ça, vers la fin du livre, je suis dite la conviction profonde que j'ai, que nous avons au niveau de Pronat. Et heureusement, on l'a fait parce que la DITAES, on a engagé des procédures de décentralisation au niveau des communautés locales. Donc, nous, je demeure encore convaincue que l'émergence qu'on cherche là, elle ne va pas venir de là-haut. Cette pauvreté qui existe chez nous, que ce soit au Sénégal, en Afrique, je la compare à un tronc d'arbre ou bien une pierre très lourde qui est tombée dans un puits et qu'on a envie de faire sortir. Cette pauvreté-là, il n'y a que les acteurs de base, c'est les communautés. Et ceux qui les accompagnent, les militants, les croyants, et les politiques locales, et cette éducation citoyenne qu'on doit reprendre, qui doivent apporter des solutions. Et je crois qu'à ce niveau-là, depuis longtemps, on a parlé de la décentralisation, les communes, l'argent vient, l'argent rentre, mais ça n'arrive jamais aux communautés. Comment arriver à faire de sorte cet argent-là qui tourne gauche-droite, des milliards, de ceci et de cela qu'on entend. Et pendant ce temps, dans un village, il y a un problème pour installer une petite éolienne. Ou vous voyez un peu, une agriculture qui n'est pas soutenue. Une agriculture où on laisse les gens, allez-y, allez-y, allez-y. Une agriculture où il n'y a aucune vision claire en termes de transformation, de conservation, de consommation. Mais à quand la souveraineté alimentaire? Donc, il faut que ces communautés arrivent à reprendre leur destin en main. Et c'est ça qui devrait être, en tout cas, le travail ardu des organisations de la société civile, mais toujours avec les communautés. Si on ne le fait pas, on va continuer, nous autres, à demander des sous. Ce qu'on va faire. Et la pauvreté, elle va continuer à s'enfoncer. Au Sénégal, dans toute l'Afrique, si on regarde aujourd'hui les migrations,
Et c'est là où je reviens sur cette approche des femmes. Et surtout chez nous, on est en train de nous leurrer en disant qu'il faut accéder des femmes au foncier. Il y en a même qui osent dire que c'est les femmes qui doivent nourrir le monde. Et elles sont là en train de se retrouver autour d'un petit périmètre de groupement. Les jeunes sont en train de détester l'agriculture, ils sont en train de partir, ils meurent en mer, ils sont dans le désert, ils sont rejetés comme n'importe quoi. Et un jour, ceux qui ont voulu prendre les terres vont dire, écoutez, pas seulement les femmes ne peuvent pas nourrir, donnez-nous les terres avec beaucoup de pesticides, avec beaucoup d'engrais. Et voilà, on va recruter les jeunes manœuvres. Et on l'a vu, hein? Il y a déjà des gestes, Amel. Je t'avais écrit, je vous avais écrit. Quand on a fait une étude des gestes au Sénégal avec des Espagnols, je dis, mais est-ce que vous là, on ne peut pas aller ensemble pour expérimenter une geste à l'échelle paysanne, portée par les paysans? Comment tu peux prendre 500 hectares dans un village, un seul village, recruter les jeunes à 3 000 francs la journée? 3 000 francs la journée. Et c'est leur terre qui fait un peu de forage, quelques gouttes à gouttes, c'est l'investissement. Et c'est ces jeunes, c'est les Jean-Michel qui ont fait leur formation agronomique, qui n'ont pas trouvé de travail, qui sont recrutés là-bas, qui encadrent cela. Toute la production est partie. 3 000 francs. Avec tout ce que les gens aspirent aujourd'hui. La technologie avance. C'est les montres portables, c'est l'ordinateur, c'est un bon lit, c'est le frigo, c'est le ventilo. Le jeune n'arrive pas à avoir ça. Il finira par partir. Donc, il y a des questions fondamentales qui sont là, autour desquelles où cette approche femme doit être revue. Elles doivent porter ce plaidoyer-là, ce combat-là avec leur progéniture, qu'elles soient garçons ou filles. C'est un problème de communauté. Donc voilà, et pour terminer, je dis qu'actuellement, nous faisons face à un projet société. Parce que là, l'agroécologie, ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de vie des communautés. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Au cours d'un atelier Jobas, ça faisait partie aussi de mes formations. Il y avait des techniciens qui demandaient à notre animateur de formation avec les paysans, toujours formation paysans et techniciens, la définition de l'agro. Et il nous a fait comme pendant un mois, on était avec les paysans dans leur terroir, étudier ce qui est parti, ce qui reste, ce qu'il faut refaire. Et je suis d'accord avec sa définition, c'est dans le livre. Pour l'agroécologie, personne ne peut la définir à la place de communauté. Ce sont ces communautés-là qui vivent leur réalité, qui vivent les conséquences de transformation, leur pauvreté, qui se rappellent comment grand-père a fait, comment on a détruit tout ça, comment on peut reconstruire tout ça. C'est à eux de définir leur agroécologie. On la vit. On ne peut pas, tout ce qu'on invente ça en haut, on va théoriser pendant des années et des années, mais elle ne sera pas là. Donc, voilà un peu, je crois qu'à mon avis, les principaux éléments qui sont dans ce livre-là, dans Lumbingido, et qui retracent aussi un peu ma vie, pas seulement à Pronet, mais comme je le disais ce matin, j'ai aussi exercé la fonction du secrétariat exécutif. J'ai aussi participé à cette scène des grands, les Cheikh Hamidou Kane, les Jacques Bignikour, avec les Emmanuel Ndion, tous ces grands sociologues, les Yuba Sokona, comment gérer la transition avec Jacques Bignikour et la jeunesse, qui était à Enda en son temps. Donc j'ai appris, j'ai découvert beaucoup de choses avec ces grands-là, et c'est ce qui m'a permis aussi d'assumer la fonction de secrétaire exécutif d'Enda Tiers-Monde pendant au moins 2 ans. Mais en même temps aussi, ça m'a permis aussi d'assurer, pendant que j'étais encore à Promet, d'assurer la présidence d'Enda pendant 12 ans.
Et les 2 dernières années, il n'y avait même pas de secrétaire exécutif. Il m'a abandonné en cours de route. Et j'étais là avec les jeunes où il n'y avait pas ni secrétaire exécutif, mais en tant que présidente, je devais les côtoyer pour quand même gérer l'organisation. Et ça m'a permis aussi d'organiser la transition au niveau d'Enda Pronat en essayant de m'appuyer sur les jeunes avec qui j'ai eu à travailler pour qu'ils prennent la relève. Et ça me permet aussi de dire, oui, allez-y, et je suis là à vos côtés pour continuer un peu à impulser, à me donner un peu de l'énergie. Il y en a qui me disaient, ah oui, tu es en forme, donc j'ai envie de garder ma forme. Et voilà, c'est un peu ça, Mariam. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Mais aussi, je remercie le CIRAD parce que je suis à mon 2e mandat où je continue à apprendre avec les scientifiques. Je vous remercie, hein? J'ai beaucoup appris des scientifiques. C'est ça qui m'a permis aussi d'avoir une grande gueule quelquefois. Même si j'ai des problèmes quelquefois, mais aussi c'est ça aussi. Mais aussi ça me remonte et ça me permet aussi de parler aux décideurs. L'exemple, c'est cette année, ils sont en train de dire l'agriculture n'a pas donné, on attaque les semences, on attaque les engrais, mais on n'attaque pas les engrais parce que aussi c'est vous qui me l'avez appris. En mettant les engrais, la terre elle est vivante, il n'y a pas de matière organique. Les rendements finiront par baisser. On ne dit pas ça. Et donc, je chatouille, je dis aux décideurs politiques, non, c'est pas ça. Les scientifiques m'ont dit. Donc, je remercie aussi beaucoup ces scientifiques-là, de partout, avec qui j'apprends beaucoup de choses, mais aussi du CIRAD, avec lesquels je participe à la gouvernance de cette organisation-là. Voilà un peu, je crois que cette fois-ci, je ne peux pas revenir sur certains points, mais je crois que j'ai assez déblayé. Le reste, je vous invite à lire dont je suis fière, que je réclame. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Adèle, merci à tous. Ok, ben merci. Il nous reste 3 minutes. 3. Oui. On va s'organiser pour gérer ces 3 minutes. Ok, ben merci. Moi, voilà ce que je retiens d'abord, bon, en tant que secrétaire exécutif d'Enda Pronat depuis juillet 2023, c'est que il y a un témoin qui nous a été passé par Mariam à devoir gérer. C'est facile, ce n'est pas facile. C'est facile dans la mesure où nous avons toujours la chance d'avoir des seigneurs d'Enda qu'on peut toujours consulter. Et ce fut aussi un travail de transition qui a été géré et qui continue d'être géré. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'équipe d'Enda Pronat est une équipe très 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 jeune. Je fais partie des doyens avec 45 ans seulement, donc imaginez-vous la jeunesse de cette équipe. Difficile dans la mesure où voilà, les défis sont énormes. Et surtout, on le prend sur le plan socio-politique. Aujourd'hui, qui connaît nos États en Afrique, lit bien la difficulté, en tout cas, pour rebondir au même rythme que les discours et les déclarations. Parce que, voilà, il y a toujours des tensions qui sont là, d'ordre politique, des compromis qui sont en jeu, entre, voilà, prendre la direction des politiques pour une souveraineté alimentaire, ou bien rester toujours dans un modèle conventionnel où voilà donc le pays resterait toujours alimenté par l'extérieur. Et cela donc fait que aujourd'hui nous, dans les projections en tout cas d'Enda Pronat, les réflexions que nous avons en interne
et aussi avec notre conseil d'administration et également nos partenaires du Nord et du Sud, c'est de continuer ce travail qui a été déjà engagé et qui se poursuit, ce travail de reconquête de la souveraineté alimentaire. Tout simplement parce que l'accès à une alimentation saine et durable est un droit connu de tous, mais qui est bafoué malheureusement. Bafoué dans la mesure où déjà, en ce qui concerne les ressources, depuis ce matin on parle du foncier, et tous ces problèmes qu'on retrouve au niveau du foncier, on en retrouve des problèmes similaires quand on s'adresse à la ressource en eau, ou bien quand on s'adresse également à d'autres ressources telles que les ressources génétiques que Mariam venait de citer tout à l'heure. Alors pour nous, là où on se projette, c'est en fait de renforcer, il va devoir renforcer la recherche-action, l'anticipation. Les travaux de prospective ne sont pas assez explorés à la base avec les communautés. On a connu beaucoup de travaux de prospective portés par la recherche. Mais voilà, l'information après n'est pas assez partagée parce que pour nous, se disant que aujourd'hui il faudrait que ces communautés sur lesquelles Mariam insiste, il faudrait qu'ils comprennent. Alors cela nous renvoie déjà l'équipe actuelle à devoir repuiser encore, aller puiser, je dirais, 20, 30 ans à 40 ans derrière sur l'identité d'Endapronat. Parce que oui, nous sommes dans des dynamiques avec des organisations de la société civile. Mais aujourd'hui, en termes d'approche, on voit qu'il y a une perte, en fait, sur les approches méthodologiques d'accompagnement des communautés pour s'approprier déjà les modèles expérimentés, en prendre des résultats positifs pour aller porter eux-mêmes leur plaidoyer. Et cela nous amène également dans notre planification d'aujourd'hui à centrer l'action sur la citoyenneté. Comment retravailler la citoyenneté à la base? Ces questions, ces problématiques qui ont été évoquées ce matin concernant la ressource foncière, l'accès au foncier, l'accès à la femme au foncier, aux jeunes et autres, les résultats qui s'en sortent, comment aujourd'hui les socialiser pour mieux éclairer les décisions, pour renforcer en fait la concertation nécessaire à la base pour des transformations réelles. Autrement également, cela nous amène aujourd'hui à renforcer l'accompagnement des élus. Parce que dans la vision d'Endapronat, aujourd'hui, donc on se dit l'agroécologie comme réponse aux défis multiples arrive à être portée par l'ensemble des acteurs. Alors, l'ensemble des acteurs, quand on parle des communautés, il ne s'agit pas uniquement de la population qui élit, voilà, mais également les élus et aussi les responsables administratifs, donc au niveau des services déconcentrés, pour ramener l'État à opérationnaliser la décentralisation. Nous avons connu l'acte 3 de la décentralisation, mais les choses sont restées telles quelles. Aujourd'hui, il y en a certains secteurs là où le pouvoir reste toujours concentré au niveau de l'administration territoriale et non pas au niveau des élus. La question de l'agriculture en fait partie et autres. Comment aujourd'hui travailler à la base, partager les évidences localisées quelque part avec l'ensemble des acteurs pour voir comment arriver à des modèles vivables au sein de ces territoires constitue également un plan essentiel dans l'action d'Endapronat pour les années à venir.
Et donc là, pour finir, cela nous amène encore une fois à retravailler notre identité différenciée dans les dynamiques dans lesquelles nous sommes. Marème les a cités tout à l'heure en parlant du CRAFS, le comité de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, mais aussi de la DITAES et tant d'autres. Et tant d'autres, il y a la Copagène quand on s'adresse aux questions relatives aux ressources génétiques. Il y a également le GDSP, qui est donc un groupe de dialogue sociopolitique qui réunit l'ensemble des acteurs. Voilà, comment aujourd'hui influencer la démarche, parce que tout est question de démarche. Tout est question de démarche. Tout ce qu'on a perdu aujourd'hui face à nos autorités, c'est parce que tout simplement, on a failli quelque part sur les approches. Parfois, on s'est isolé pour réfléchir seul et aller porter la voix, tout en affirmant que c'est la voix des sans-voix, tant que ces sans-voix nous soient informés de l'action. Vous voyez un peu, donc cela nous amène alors donc à devoir nous concentrer sur ce travail sur l'humain. Nous savons tous aujourd'hui à quel point ces ressources sont dégradées, mais aussi une partie de la dégradation incombe à la responsabilité de l'humain. L'humain en tant que personnalité alpha au sein de sa communauté, l'humain en tant que chercheur, l'humain en tant que politique, décideur politique. Donc voilà un peu moi ce que je voudrais partager avec vous donc ce temps imparti et restant assez ouvert, voilà, donc pour aujourd'hui ou d'autres opportunités qui nous seront offertes pour, voilà, partager de façon encore beaucoup plus large sur les orientations d'Endapronat et donc pour tenir encore plus longtemps ce témoin qui nous a été passé par nos seigneurs. Je vous remercie. Un grand merci à tous les deux. Alors, je ne sais pas parmi les invités qui nous ont rejoints pour cette table ronde si certains souhaitent s'exprimer. On peut prendre quelques minutes pour des prises de parole additionnelles et ensuite on pourra bien évidemment poursuivre les échanges autour d'un verre de l'amitié dans l'allée centrale. Donc, écoutez, je vous propose du coup de passer à l'étape suivante de cocktail en vous remerciant encore tous les deux pour ce panorama dense et à la fois très succinct. Mariam, j'étais impressionnée qu'en 1 heure, tu arrives à restituer une bonne partie de ce qui est dans le livre. Bravo. Il y a la partie India Tiers-Monde qui manque, donc on vous invite à lire le livre, ne serait-ce que pour ça. C'est très intéressant de voir comment cette grande organisation a fonctionné, ses évolutions. Et puis voilà, il y a une richesse des dynamiques actuellement au sein de la société civile sénégalaise qui ont été esquissées, qu'on a eu l'occasion aussi de partager dans cette enceinte et dont on discutera aussi très prochainement, puisque actuellement au Sénégal, donc nos partenaires sont en train de réfléchir à leur plan d'action au regard de toutes les évolutions politique en cours, cas de dialogue sur la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et comme l'a dit Mariam, la réforme foncière qui risque d'être prochainement remise sur la table. Donc on aura l'occasion très prochainement, je pense, d'en rediscuter tous ensemble. Donc encore merci à vous de nous avoir fait l'amitié de cette présentation et puis on vous invite tous à poursuivre les discussions à l'extérieur. Merci encore aussi aux personnes qui étaient en ligne. Pour l'organisation.